Bonjour Xavier, Bonjour. tu es infirmier dans un service de soins palliatifs à Metz. Tu es plus connu sous le nom de l'homme étoilé. Alors c'est pas un nom de super-héros, quoique on en parlera, mais c'est ton nom d'auteur parce que tu signes des romans graphiques dans lesquels tu racontes avec beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion, je peux en témoigner, les histoires que tu vis auprès de tes patients au quotidien. Alors, est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer, pour commencer cette discussion, ce que sont les soins palliatifs? Oui, alors les soins palliatifs, ce sont l'ensemble des soins qui vont concourir à œuvrer au confort d'une personne atteinte d'une maladie incurable. On n'est plus dans des soins qui ont pour but de guérir le patient de la maladie dont il est porteur, mais des soins qui vont lui permettre de vivre le plus confortablement possible avec la maladie, le temps qu'il reste à vivre. Et donc c'est une approche qui va vraiment être centrée sur le biopsychosocial, donc aussi bien l'inconfort physique que moral et même social. Et comment, toi, est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier? C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Pas du tout. Un peu par hasard, en fait, j'ai frappé à la porte d'une école d'infirmière sans trop savoir pourquoi, mais j'avais une attirance et une forme d'admiration pour ce métier. Moi, à la base, je me destinais plus à la psychologie, j'avais entamé une fac de psycho, mais je me voyais pas psychologue, je l'ai plus fait pour, je pense, faire plaisir à mon père qui voulait que je fasse la fac. Et j'avais une attirance pour la psychologie et la médecine, mais j'étais bien trop fainéant pour faire une fac de médecine aussi. Donc infirmier, ça me semblait être le juste compromis entre ce que j'aimais tant de la psycho que de la médecine, sans pour autant vouloir finir psychologue ou médecin. Mm. Et au tout départ, je me destinais plutôt à la psychiatrie, parce que j'avais cette soif de rencontres et de soins relationnels, et d'une manière aussi de soigner autrement que par l'administration d'un médicament, par exemple. Et c'est au décours d'un stage en hématologie où j'étais assez souvent confronté à la problématique de l'échec thérapeutique, de l'arrêt des traitements, que je me suis demandé finalement quels moyens on pouvait encore déployer pour toutes ces personnes qu'on ne peut plus guérir et qui ne vont pas non plus mourir dans les jours ou les semaines à venir. Et que naturellement j'ai découvert les soins palliatifs et ça a été une révélation pour moi. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien auprès de tes patients? Bah, notre prise en charge va être centrée d'une part sur tout le volet, l'accompagnement médical, donc le soulagement de la douleur. On a, pour dire un chiffre à vue de nez, 80% de patients atteints de cancer en phase palliative, avec voilà, toutes les problématiques liées au cancer, la douleur physique et aussi les effets secondaires qui peuvent être liés au traitement, puisqu'on a des patients qui sont encore en cours de traitement, mais Mm. palliatifs. Et puis après, tout l'accompagnement humain et, on va dire, moral. C'est toute une équipe pluridisciplinaire, en fait, qui accompagne nos patients, donc, qui est composée de médecins, d'aides-soignantes, d'infirmières, de psychologues, puis de kinés, d'ergo, d'assistantes sociales, etc., etc. Donc on essaye vraiment de prendre les patients en charge dans leur globalité. Et moi, mon travail au quotidien, ça va être ça, c'est d'équilibrer, enfin d'œuvrer au confort, en fait, quel qu'il soit de nos patients. Alors toi, ta particularité, c'est que tu dessines en plus. D'abord, est-ce que tu peux nous dire quelle place a eu le dessin dans ta vie et comment est-ce qu'il est apparu euh, comme un outil dans ton métier? Bah, je suis bruxellois, donc je pense que c'est dans mon sang. Depuis que je suis tout petit, moi, j'ai grandi j'ai toujours eu des bandes dessinées autour de moi. C'est un médium qui m'est cher, que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours dessiné. Jamais, enfin toujours comment dire, en autodidacte et dans mon coin, dans ma chambre, jamais sans faire quelque chose de professionnel, on va dire. Euh, Quand j'ai commencé ma carrière en soins palliatifs, j'ai très vite fait face à quelque chose qui me dérangeait. C'était la perception que les gens pouvaient avoir des soins palliatifs qui dénotait fortement avec le ressenti que moi j'avais au quotidien dans mon travail. C'est cette idée que chaque fois que je disais à quelqu'un que je rencontrais que je travaillais en soins palliatifs, j'avais en face de moi une réaction d'apitoiement. Des gens qui étaient désolés pour moi
Moi, je suis heureux en fait dans mon travail. J'aime ce que je fais. Je respire cette philosophie de soins au quotidien et ça m'anime. Et très rapidement, ça m'a frustré parce que, comme je le dis toujours, on fait partie de ces catégories de personnes auxquelles on ne demande pas comment s'est passée leur journée au travail parce qu'on ne veut pas savoir en fait ce qui se passe dans les murs obscurs de mon service. Alors que moi, je collectais quasi quotidiennement plein de belles rencontres humaines et de moments hyper émouvants et touchants, et j'avais envie de partager ça. Et c'est au décours de ma rencontre avec Mathilde, une patiente dont j'ai raconté l'histoire dans À la vie, euh, que je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le fige quelque part. Et donc j'ai raconté cette histoire sous forme de bande dessinée. Parce Tu que peux c'est... nous la raconter Ouais, bien sûr, Mathilde, c'était une patiente qui était en phase terminale d'un cancer. Et on s'est liés très vite d'amitié, elle et moi, autour d'une passion commune qui était celle de la Suède. Mathilde, elle a rencontré son mari autour de la vingtaine. Et elle est partie vivre en Suède avec lui. Elle a enseigné le français là-bas pendant 30 ans. Et son mari, son viking, comme elle l'appelait, l'a quitté. Elle est retournée dans sa Lorraine natale et quelques années plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer qui était incurable. Et elle arrive dans mon service dans ses dernières semaines de vie, dans un état déjà très altéré. Et on se raconte un petit peu, on se découvre elle et moi, et on se découvre mutuellement. C'est cette passion commune pour la Suède qui anime vraiment toute notre rencontre, toute notre histoire, et notamment pour la langue suédoise que j'aime beaucoup. Et elle, qui l'a enseignée pendant 30 ans, du coup, s'investit de la mission de m'apprendre le suédois pendant cette hospitalisation. Et quotidiennement, elle ne me parlait qu'en suédois. Et à moi de me débrouiller pour la comprendre. Et c'était parfois assez compliqué. Et le deuxième volet de cette histoire, c'est sa famille, son fils qui quitte Stockholm pour l'accompagner dans ses derniers instants de vie. Et une famille qui est... j'avais jamais assisté à ça, en fait. Une famille qui est complètement dévouée au bien-être et au confort de leur maman, et qui s'oublie complètement dans la souffrance de leur perte, en fait, de leur deuil à venir. Et un décès, mais entouré de douceur, de tendresse et d'amour. Et c'était hyper inspirant pour le jeune infirmier que j'étais. Et j'avais envie de raconter ça, en fait, de raconter ce dernier élan de vie, ce projet de vie dans lequel Mathilde m'embarque, en fait, sans même me demander mon avis. Et cette famille, en fait, qui accompagne dans l'amour et la douceur. J'avais envie de montrer, voilà, à quel point on peut vivre des moments forts, des moments riches, des moments d'amour, des moments de tendresse dans mon service. Là où le commun des mortels se plaît à y fantasmer quelque chose de très sinistre et de très triste. Et toi, donc, c'est pas justement quand tu rentres chez toi le soir, tu ne veux pas oublier ta journée, tu aimerais la partager, continuer à en parler? Ouais, après, ce serait malhonnête de dire que je vis tous les jours de superbes moments. Il y a des journées qui sont parfois très compliquées, des moments qui sont parfois très éprouvants et émouvants. Mais c'est un équilibre, en fait. Mon quotidien, il est aussi fait de rencontres humaines et de moments d'échange, de moments très forts. Et ces moments-là, ce sont des moments qui me font grandir en tant que soignant, en tant qu'humain aussi, et des moments que j'ai pas envie d'oublier, des moments que j'ai envie de partager. Ouais. Et justement, ton nom d'auteur, L'Homme étoilé, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? C'est une patiente qui m'a nommé comme ça, une patiente que j'ai moi-même nommée Blanche, et dont je raconte l'histoire dans À la vie. C'est l'histoire de 5 matinées de soins durant lesquelles je la trouve murée dans le silence et dans une profonde tristesse. J'essaie de lui proposer un petit peu de musique, mais j'ai l'impression que tout la traverse, rien ne l'anime. Et ça éveille une grande frustration en moi parce que notre mission en soins palliatifs, c'est vraiment d'essayer d'apporter un petit peu de vie dans chaque chambre. Euh, et là, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a que de la tristesse, il n'y a que de... Et donc, au 5e matin, je me fais un petit peu plus insistant et je lui demande de choisir le programme musical. Et elle se défile un petit peu, elle veut pas... C'est quelqu'un de très discret, qui veut pas déranger, qui fait pas de vagues. Et je me montre vraiment très insistant. Et du bout des lèvres, elle me dit qu'elle aimait bien Brel quand elle était plus jeune. Et donc, je suis tellement heureux de cette micro-porte qu'elle m'ouvre que je
je fonce dedans, je lui mets du Brel à fond de balle et je fais le fou en fait sur Brel dans sa chambre. Je danse avec son pied à perfusion, je chante sur Brel. Et je la vois sourire pour la première fois depuis ces 5 jours d'hospitalisation. Au lendemain de cette journée, je croise sa fille dans le couloir du service et elle me reconnaît à mes étoiles tatouées sur mon bras gauche et elle me dit c'est vous. Elle me dit hier quand je suis rentré dans la chambre de ma maman, je l'ai vue sourire, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas trouvée aussi souriante et quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit c'est l'homme étoilé qui m'a mis du Brel. Et je pense qu'elle a juste pas vu mon nom sur ma blouse et elle m'a identifié aux étoiles tatouées autour de mon bras. Et j'ai gardé ce petit nom-là parce que il symbolisait une certaine forme de petite victoire en fait. C'était ma victoire du jour en fait. C'est le jour où j'ai réussi à faire sourire cette petite dame dans un moment où elle était en proie à une grande tristesse et un grand désarroi. Et à l'époque, je me souviens que dans ce service, mes collègues m'appelaient l'homme étoilé. Donc c'est resté, et quand il a s'agi de regrouper toutes mes histoires sous un nom d'auteur, j'ai choisi celui-là. Et c'est très beau parce que ça renvoie aussi au ciel, à une autre perspective qui peuvent peut-être vivre à ce moment-là en soins palliatifs aussi. Dans mon travail, il y a un rapport aux étoiles qui est assez important, parce que comment dire, l'histoire de ces étoiles justement tatouées autour de mon coude, c'était notamment un hommage à mon arrière-grand-mère. Donc c'est vrai que j'y reviens souvent et je pense que mes lecteurs et lectrices y trouvent du sens aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres histoires dont tu as envie de nous raconter la genèse parmi les dessins que tu as couchés sur papier? En fait, les histoires que j'ai racontées dans la vie, notamment, sont 7 histoires avec beaucoup de caractère et chacune décrit quelque chose de très différent, une émotion et des sentiments très différents, mais il y en a une à laquelle je suis très attaché, c'est l'histoire de Nani. Nani, c'est aussi une petite dame qui se retrouve dans notre service aux derniers instants de sa vie. Et le courant passe tout de suite avec elle, en fait. Je sais pas, il y a un truc, quand je rentre dans sa chambre, on a une relation de grand-mère et de petit-fils quoi, qui s'installe assez naturellement. Et elle m'appelle son viking, d'ailleurs, par rapport à mon look. Et on en plaisante souvent, elle et moi, de cette entente vraiment très particulière, de ce lien qui se noue entre elle et moi. Et quand elle apprend qu'en fait j'ai perdu mes 4 grands-parents, elle décide de m'adopter symboliquement en tant que grand-mère. Et moi je joue le jeu parce que je trouve ça mignon, et puis c'est ce que j'aime dans mon métier justement, c'est tisser du lien avec mes patients. Et donc quotidiennement j'ai à cœur d'avoir de multiplier les petites attentions pour elle. Et au matin de son anniversaire, je lui fais un petit dessin me représentant avec un gâteau d'anniversaire et des bougies que je glisse dans sa chambre. Elle en est très très émue. Et quelques jours ou semaines plus tard, elle décède. Et je retourne dans sa chambre dans le but de récupérer ce dessin parce que j'avais envie et besoin de garder ce souvenir d'elle, ce maigre souvenir que je pouvais conserver d'elle. Et ses filles m'apprennent qu'elle a demandé à être enterrée avec, en fait. Et ça éveille en moi un malaise et une gêne mais incroyable parce que je me dis que c'est pas ma place. Nani, c'est une petite dame qui a une très grande famille. Elle a 2 filles et un fils. Elle a plein de petits-enfants, encore plus d'arrière-petits-enfants. Et elle a clairement pas besoin de moi, en fait. Enfin, c'était même très gênant parce que durant son hospitalisation, ce dessin, en fait, était accroché à son téléviseur face à elle. Et sur sa table de chevet qui était derrière elle, il y avait toutes les photos de sa famille. Et j'avais l'impression de prendre une place qui m'appartenait pas, en fait. J'ai beaucoup débriefé cette rencontre avec la psychologue de notre unité et elle me disait très justement, c'est finalement pas à toi de décider la place que les gens veulent t'accorder dans leur vie. Et pour moi, c'était juste dingue en fait qu'une petite dame que je rencontre l'espace de quelques semaines dans une vie, une parenthèse dans sa vie, m'accorde une place si importante et décide de se faire enterrer avec un de mes dessins. C'était fou, c'est un cadeau dont je mesure pas encore la portée aujourd'hui. Et ça montre aussi le cadeau que tu leur fais au quotidien, en étant auprès d'eux. Mais moi, je le fais très naturellement parce que c'est ce qui m'habite et c'est ce qui m'anime, en fait. C'est dans ces instants où toutes ces personnes ont la conviction que la vie les a déjà quittés,
c'est de leur rappeler que la vie est encore là et qu'on peut la célébrer et la valoriser au quotidien dans des petits détails. Et c'était aussi le propos de mon premier roman graphique, c'était de montrer que finalement, célébrer la vie, ça passe par plein de petites choses. Ça ne demande pas forcément de mobiliser des moyens extraordinaires. Est-ce que le dessin, c'est une sorte de catharsis pour toi? Est-ce que ça te permet d'évacuer tes émotions après des journées qui peuvent être peut-être parfois compliquées, parfois très joyeuses au contraire? Pas au début. Au début, c'était vraiment, le but était vraiment de partager de belles rencontres humaines, mais ça a pu l'être par moments, ouais. Euh, je me suis rendu compte que au début, je racontais beaucoup de jolies histoires. Et puis j'ai fini aussi par, je vais pas dire prendre plaisir, mais en tout cas par raconter des histoires parfois plus douloureuses et plus éprouvantes, et à me rendre compte que fixer ça sur le papier, ça me permettait aussi de l'évacuer d'une certaine manière, de le sortir de moi-même, et aussi de montrer qu'effectivement mon quotidien n'est pas fait que de moments doux et de jolies rencontres, c'est aussi l'accompagnement de la détresse humaine, du deuil, de la souffrance. Et... Mais donc oui, pour répondre à la question, oui, ça peut avoir valeur de catharsis par moment. Ouais. Et tu nous as raconté de très belles histoires. Est-ce qu'il y en a des plus douloureuses aussi? Ouais, bien sûr, il y a des histoires que j'arrive pas à raconter encore aujourd'hui. Euh, des décès parfois très brutaux, parce qu'on doit encore reconnaître avec humilité aujourd'hui qu'il y a encore des choses qu'on maîtrise peu ou moins bien dans l'accompagnement de la fin de vie. Il y a des douleurs qui nous échappent, des souffrances qu'on n'arrive pas à soulager complètement. Et puis, dans ce volet humain, il y a des trajectoires de vie qui sont parfois très compliquées, très douloureuses, et qu'on accueille en fait au quotidien dans ces prises en charge, et qu'on absorbe aussi d'une certaine manière. Mais je pense que le maître mot de mon travail d'illustrateur, ça a toujours été d'essayer de trouver une certaine forme de lumière en fait dans chaque histoire, même les plus douloureuses. Et tant que je la trouve pas, je préfère ne pas la poser sur le papier, parce que du coup ça aurait juste vocation à être quelque chose d'anxiogène, et c'est pas c'est pas le résumé de mon travail au quotidien, donc c'est pas ce que j'ai envie de présenter à mes lecteurs. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Est-ce que justement c'est cette prise en charge peut-être de la totalité de la vie d'une personne qui peut être compliquée quand toi tu la reçois pour ses derniers jours de vie? Non, je pense que ce qui est le plus dur, c'est vraiment les choses qu'on ne voit pas venir, ces petites choses qu'on maîtrise pas forcément, ces décès parfois très brutaux qu'on n'a pas pu anticiper. Il y a des scénarios de fin de vie qui sont particulièrement compliqués. J'ai le souvenir, et je le raconte aussi dans la vie, de cet accompagnement du mari d'une patiente que j'ai dû réveiller un matin à 6 heures pour lui apprendre que son épouse était décédée à côté de lui. Et ça, c'est les moments de mon boulot que j'aime pas, en fait. C'est les moments qui sont juste douloureux, parce que lui avait à cœur d'être là dans les derniers instants. Il l'était, mais endormi à côté d'elle. Et ouais, c'est des moments qui sont pas agréables, mais c'est des moments qui comptent aussi, parce que c'est des moments dans lesquels il faut être là pour l'accompagnant, pour le mari de cette patiente, pour accueillir justement ces premiers moments de douleur et de souffrance liés à la perte de son épouse. Comment toi tu gères personnellement le deuil de tes patients? Mais je me rappelle que ça m'appartient pas, tout ça. J'en suis spectateur, et bien sûr ça me touche, ça peut parfois me bouleverser, mais cette souffrance ne m'appartient pas, et je me rappelle que je suis là pour l'accompagner. C'est ce qui distingue vraiment l'empathie de la sympathie, en fait. Je suis pas là pour souffrir avec eux, mais pour accompagner cette souffrance qui n'appartient qu'à eux. Et je me rappelle aussi que ma mission première, c'est pas d'empêcher toutes ces personnes de mourir. J'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est de leur permettre de mourir dans les meilleures conditions, d'apaisement, de confort, de sérénité, d'accompagnement de leurs proches. Et c'est de déployer un maximum de mes ressources pour permettre à cette fin de s'opérer dans des conditions optimales. Mais c'est pas d'empêcher cette fin de survenir. Et donc, quand un ou une de mes patients décède dans des conditions optimales d'apaisement et de sérénité, ma mission est remplie. Et je me félicite de ça. C'est ça qui fait le sens et l'essence de mon travail, en fait.
l'accompagnement du deuil, de la souffrance, c'est un autre volet. Et ouais, ce qui me préserve de leur souffrance, c'est de me rappeler qu'elle ne m'appartient pas, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus habitués, nous, à être confrontés à la mort au quotidien. C'est vrai que même nos proches, ils vont mourir dans un hôpital, on ne les veille plus comme avant. Et est-ce que, enfin c'est la question que je me pose, comment est-ce que vous parvenez à vous confronter à cette vulnérabilité, à la vulnérabilité de l'autre, quand on est dans une société qui n'est plus habituée à le faire, et à tous les niveaux peut-être? Bah, je pense que la vraie question, c'est pourquoi on en est arrivé là, en fait. Parce que c'est triste, quelque part, de se protéger euh, des autres. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, c'est aller à la rencontre de l'autre, dans ce qu'il a de plus authentique, de plus fragile. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est cette espèce de pellicule comme ça qui habille nos échanges au quotidien, et dans laquelle on ne montre pas toujours ce qui est de plus beau en l'homme. À l'hôpital, j'ai vraiment le sentiment d'aller au cœur, en fait, de l'être humain, dans ce qu'il a de plus beau, de plus touchant, de plus vulnérable aussi. Et, et c'est ce qui me plaît, en fait. Quand tu te confrontes à cette vulnérabilité, est-ce que c'est par cette vulnérabilité que justement tu te sens particulièrement responsable? Responsable de l'autre, de ces derniers jours, justement, de ces moments de peine et de joie? Responsable, non. Moi, j'ai toujours à cœur de dire que je me tiens en marge du chemin, en fait. Mon rôle, c'est d'accompagner tout ça. C'est pas de trouver les solutions à la place de l'autre. Je ne fais pas face aux difficultés de mes patients. Je n'ai pas une maladie incurable. Je ne suis pas en proie aux mêmes souffrances, voilà, physiques et morales qu'eux. Euh, Moi, je suis juste un accompagnant et peut-être un guide, d'une certaine manière. Mais j'essaye juste d'être là pour permettre à ces personnes de cheminer à travers leur douleur, leur souffrance, leur deuil aussi, parce que dans chaque chambre, c'est de multiples deuils en fait qui se jouent quotidiennement. Le deuil de la vie d'avant, le deuil de la santé, le deuil de l'alimentation, parfois des plaisirs de la vie. Et, euh, et ce processus de deuil, c'est un processus qui demande beaucoup de temps et dans lequel, en fait, nous, on n'a pas de solution à apporter à l'autre. On est là pour accueillir justement tout ce qui peut être source de souffrance, tout ce qui peut être pénible à vivre, et permettre, par le biais de ces échanges et de cette volonté aussi de remettre toujours la vie au centre de tout ça. Et donc, est-ce que c'est comme ça que tu définirais le soin, le fait de soigner l'autre, par rapport au fait d'essayer de les accompagner, d'être cet accompagnant, celui qui est à côté, qui leur tient la main? Bah, tu sais, déjà, dans le métier d'infirmier, on s'inscrit véritablement dans ce qu'on appelle l'art de soigner, à l'inverse du médecin qui, lui, s'inscrit dans l'art de guérir. Donc, la mission première d'un infirmier, d'une infirmière, c'est pas de guérir le malade, c'est de lui apporter les meilleurs soins, idéalement pour concourir à la guérison, dans notre service de soins palliatifs, en tout cas pour permettre aux patients de vivre le plus confortablement malgré la maladie. Donc oui, après soigner, ça passe par tout ça en fait, par accompagner le corps, l'esprit, la famille aussi, parce qu'on a tendance à la négliger, à beaucoup la négliger. Donc oui, tu sais, c'est un petit peu le drame des soins palliatifs aujourd'hui. Pareil, c'est fou d'en être arrivé là, de te dire qu'à l'hôpital, on a ouvert un service dans lequel on s'est dit, là, puisqu'on peut plus rien faire pour toi, puisque tu vas mourir dans un délai aléatoirement bref ou long, on va t'apporter des soins et un accompagnement humain et des soins de confort optimal et optimisé. Et c'est triste quelque part en fait, parce que cet accompagnement, tu devrais pouvoir le trouver à chaque étage de l'hôpital, indépendamment de la pathologie dont tu souffres et du service dans lequel tu te trouves. Mais oui, j'ai vraiment le sentiment que ce soin, cette approche globale, c'est l'essence de notre profession. Est-ce que parfois tu as des demandes qui peuvent être difficiles, comme des patients qui te demandent de les faire mourir? Oui, ça nous arrive très régulièrement. Euh, Parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a encore une méconnaissance flagrante en fait, du contexte légal qui entoure la fin de vie à l'hôpital.
Et cette idée que l'euthanasie est véritablement une mort idéale, le fait de pouvoir disposer de sa vie comme on l'entend, à un moment où voilà, la maladie est diagnostiquée incurable. Au quotidien, en fait, on se retrouve à devoir informer les patients sur leurs droits en matière d'accès aux soins. Et alors, quelle différence est-ce que tu fais entre les soins palliatifs et l'euthanasie? Ben, je ne suis pas convaincu qu'il faille le voir comme une différence ou une distinction. L'euthanasie, par essence, c'est le fait de demander l'administration de la mort. Je pense que personne ne veut mourir. C'est une évidence en soi, en fait. Une personne qui demande la mort, c'est une personne, en tout cas c'est ce que mes 10 années d'exercice me font comprendre, c'est une personne qui en général, généralement a peur de souffrir, a peur de se voir décliner, a peur de devenir une charge pour son entourage. Il n'y a pas de réelle demande de mort, en fait. Personne ne veut mourir et j'ai le sentiment qu'administrer la mort en réponse à cette souffrance et cette inquiétude, c'est complètement passé à côté du problème, en fait. Ce qui me fait peur dans l'euthanasie, c'est que j'ai le sentiment qu'à partir du moment où on légifère sur l'euthanasie, je ne suis pas convaincu que ce soit le rôle de l'hôpital, en fait, déjà d'administrer la mort et de se prononcer sur l'éligibilité la légitimité d'une personne à mourir ou non. Et Toi, tu ne penses pas que la personne qui soigne peut tuer? Ce n'est pas son rôle? oui, en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir le même avis sur la question, mais moi, c'est pas le rôle que je veux endosser, non. C'est pas compatible avec ma vision du soin. Moi, ma vision du soin, c'est l'accompagnement jusqu'au bout, malgré tout. C'est en aucun cas d'administrer la mort. C'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce pourquoi j'ai démarré ces études. Et est-ce que tu penses que la confiance du patient repose justement sur le fait que toi, tu es là pour lui tenir la main et pas pour l'aider à en finir? En tout cas, c'est déjà l'engagement premier de la médecine, c'est d'empêcher le patient, enfin en tout cas de la loi Leonetti aujourd'hui, c'est d'empêcher le patient de souffrir. C'est la première mission de l'hôpital et de la médecine par rapport aux patients atteints d'une maladie incurable. Et, et aujourd'hui, heureusement, on dispose d'un arsenal thérapeutique vraiment très, très large pour y arriver. Encore une fois, il faut en parler avec humilité et accepter qu'aujourd'hui, il y a encore des souffrances qui nous échappent et des douleurs qu'on n'arrive pas totalement à maîtriser ou à équilibrer. Mais en tout cas, on dispose d'énormément de moyens et aussi d'une loi qui est rondement menée autour de la fin de vie et dont on parle très peu en fait. Moi, je le constate au quotidien à l'hôpital, 80% des patients que j'accueille dans mon service ne sont pas au courant des dispositions de la loi en termes d'accompagnement de la fin de vie. Et tu me demandais tout à l'heure quelle était la différence entre les soins palliatifs et l'euthanasie. J'y vois pas vraiment, enfin, si bien sûr j'y vois une différence, mais je suis pas sûr en fait que les deux soient antinomiques ou incompatibles. Je pense que c'est plus aujourd'hui dans l'esprit des gens, ce qu'il faut distinguer, c'est plus ce qu'on appelle la sédation de l'euthanasie. Parce qu'on voit dans l'accès à la sédation en France aujourd'hui une espèce d'euthanasie déguisée, un petit peu hypocrite, alors que nous, soignants en soins palliatifs, on y voit un véritable soin quand tout l'arsenal thérapeutique qu'on a essayé de déployer s'est avéré inefficace pour accompagner la souffrance d'une personne atteinte d'une maladie incurable. Et c'est un soin qu'on a à cœur voilà, d'accompagner, de surveiller, d'équilibrer au mieux pour permettre à cette personne qu'on ne peut plus soulager par des antalgiques, d'être déconnecté finalement de cette souffrance, de ne plus la ressentir, dans l'attente que la maladie arrive à son issue. Donc pour toi, c'est possible aujourd'hui de bien mourir à J'en suis l'hôpital? convaincu, bien sûr, ouais. Heureusement. Donc est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore la sensation d'être utile auprès de tes patients? Oui, heureusement, parce que sinon je ne ferais pas ce métier. J'ai tellement c'est un besoin viscéral en moi, donc ouais, je pense que c'est aussi ce qu'on recherche peut-être, nous tous et toutes, soignants, c'est ce besoin d'être utile, d'apporter quelque chose à l'autre, et notamment sans palliatif, ce petit plus en fait, ce petit plus de
ce petit boost de vie dans des moments si inconfortables et délicats. On parle beaucoup de la crise de l'hôpital dans son ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu crains parfois que l'on oublie la dignité des patients? C'est un vaste débat, la dignité, hein. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler surtout à nos patients que rien ne les rend indignes. C'est pas moi qui décide de la dignité de l'autre, en fait. C'est le patient, l'être humain est digne par essence. On se plaît à voir la France comme un pays arriéré en matière de fin de vie, d'accompagnement de la fin de vie. On se plaît à voir en l'euthanasie une espèce de solution idéale à la fin de vie. Alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que des pays qui ont légiféré sur l'euthanasie dans le monde, il y en a très très peu. Il y a plus de pays qui interdisent l'euthanasie que de pays qui l'ont légalisée. Et donc on fait pas figure d'ovni en fait en la matière. Et en plus de ça, on a une loi qui est vraiment très costaude en fait sur l'accompagnement de la fin de vie. Et le problème qu'on constate nous quasiment au quotidien, c'est que les gens ne sont pas informés sur cette loi. Et donc on a beaucoup de patients qui viennent dans notre service soit en réclamant la sédation comme si c'était une euthanasie, soit en réclamant l'euthanasie parce qu'ils se disent que même si elle n'est pas acceptée, il y a quand même moyen de... Et en fait, on se rend compte que quand on travaille sur... je pense que c'est à ça que je voulais venir tout à l'heure. Quand on travaille vraiment sur l'essence de cette question, c'est ce qui motive les gens à demander la mort, quand on œuvre justement à apporter un confort optimal, un accompagnement optimal, à investir la famille dans la prise en charge notamment, toutes ces choses-là, on se rend compte que cette demande d'euthanasie naturellement décroît. Et alors c'est une statistique à vue de nez, mais je dirais dans 90% des cas, disparaît. Et c'est ça qui me donne le sentiment aujourd'hui que l'euthanasie, c'est un faux débat en fait. C'est répondre à la souffrance de l'autre par l'administration de la mort. Mais tu peux concevoir en fait qu'une personne qui est atteinte d'une maladie incurable et qui est dans un tel état de détresse et de souffrance en vienne à demander la mort parce qu'elle ne voit plus en la mort que la seule issue à sa souffrance. Un peu comme une personne qui veut se suicider parce que, je sais pas, suite à une détresse, une rupture sentimentale ou autre. Mais pour autant, c'est pas une solution en fait. C'est pas le problème n'est pas dans est-ce que une fois que je serai mort, ça ira mieux. Non, il y a tellement d'autres ressources et d'autres moyens à mobiliser. Et ces ressources et ces moyens, en fait, on n'en parle pas assez. Alors pour finir, j'aimerais citer Marie de Henzel qui écrit Ceux qui vont mourir et nous apprennent à vivre. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi dans ton métier ? C'est la phrase qui clôture mon deuxième album, Je serai là. Et oui, véritablement, parce que je pense que travailler au chevet de toutes ces personnes que la vie est en train de quitter peu à peu, ça te fait reconsidérer un petit peu ta propre existence, ce que tu en fais, et la nécessité impérative de célébrer la vie dans les moindres détails au quotidien, en fait. C'est une mise en perspective qui est hyper riche, ouais. Donc toi, ça te permet de vivre mieux ? J'essaye, je n'ai pas la prétention de dire que oui, mais j'essaye. Mais il est un fait que quand tu vis des moments parfois très émouvants à l'hôpital, très douloureux, quand tu assistes à un enfant qui vient de perdre un parent, effectivement, quand je rentre chez moi le soir, je serre ma fille contre moi avec 2 fois plus d'amour que d'habitude et je mesure la chance que j'ai d'être en vie, d'être en bonne santé, et de l'avoir en vie et en bonne santé elle aussi. Et je dis pas que c'est une condition sine qua non pour profiter de la vie, mais en tout cas, je pense véritablement que le contact des personnes en fin de vie m'aide à être beaucoup plus philosophe avec les petits tracas du quotidien et à savourer la vie, à savourer davantage la vie. Ouais. Merci beaucoup Xavier pour cet échange plein d'humanité et pour ces beaux dessins et ces moments que tu partages avec nous. C'est très riche. Merci beaucoup.